Maïdougouri, ville clé du nord-est du Nigeria, s'est vue encerclée par les insurgés islamiques. Un groupe de notables de la région a informé cet après-midi d'une attaque imminente de Boko Haram. Échappant à un verdict de meurtre, Oscar Pistorius remporte une première paire de manches ce jeudi. Une décision inattendue et déjà contestée. Washington et 10 pays arabes engagés à ensemble combattre l'État islamique. Résultat d'une réunion à Jeddah dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Mais avant, c'est Barack Obama qui a dévoilé son engagement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette séquence d'informations sur Sika. Maïdougouri, carrefour commercial du nord-est du Nigeria, est en proie à une attaque imminente de Boko Haram. Les insurgés islamistes ayant encerclé la ville a prévenu jeudi donc un groupe de notables de cette région composé d'anciens responsables politiques, militaires et de dirigeants locaux. Dans un communiqué qu'ils ont rendu public, ils demandent au gouvernement fédéral de fortifier en urgence la ville de Maïdougouri et ses environs. Les insurgés islamistes de Boko Haram ont encerclé la ville de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, et préparent une attaque imminente contre ce carrefour commercial du nord-est du Nigeria, a prévenu ce jeudi dans un communiqué un groupe de notables influents de cette région. Ces derniers estiment que le gouvernement doit agir rapidement, les insurgés ayant déjà pris le contrôle des villes proches à l'est et au sud de Maïdougouri, ville dans laquelle plus de la moitié des 4,1 millions d'habitants de l'état de Borno se trouvent actuellement. L'état d'urgence a été déjà instauré dans l'état de Borno, ainsi que dans les états voisins d'Adamawa et de Yobe en mai 2013, dans le but de mettre fin à l'insurrection islamiste de Boko Haram qui a fait plusieurs milliers de morts en 5 ans. Mais malgré ces mesures, l'armée nigériane s'est montrée impuissante à stopper l'avancée du groupe extrémiste dont les attaques se sont encore intensifiées ces derniers mois. Boko Haram s'est récemment emparé de la ville de Bama, à 70 km de Maïdougouri, mais l'armée dit avoir repris le contrôle depuis. Dans une déclaration vidéo diffusée le 24 août dernier, le chef de Boko Haram, Aboubakar Sheko, avait affirmé que les islamistes s'étaient emparés de Goza, également dans l'état de Borno, qu'il a déclaré avoir placé sous le règne d'un califat islamique. Délibération ce jour de l'affaire Pistorius. La juge a expliqué ce matin qu'elle ne pouvait retenir la thèse de la préméditation à l'encontre du champion handisport sud-africain. Ce dernier, accusé du meurtre de sa petite amie en 2013, sans se prononcer à ce stade sur sa culpabilité. Le parquet n'a pas démontré au-delà du doute raisonnable que l'accusé était coupable de meurtre avec préméditation, a déclaré la magistrate Tokozile Mazipa. Reportage. Le champion paralympique Oscar Pistorius n'a pas tué intentionnellement sa petite amie Riva Steenkamp en 2013, a estimé ce jeudi la justice sud-africaine, laissant ouverte l'option d'une condamnation pour homicide involontaire ou d'un acquittement. Les charges les plus graves étant abandonnées, la star devrait échapper à la perpétuité, mais pas forcément à la prison si elle n'est pas acquittée. La peine de prison éventuelle ne sera pas prononcée en même temps que le verdict, mais séparément, dans 3 ou 4 semaines à l'issue d'un autre mini-procès où la défense pourra plaider des circonstances atténuantes, comme par exemple le handicap dont est affligé Oscar Pistorius. La juge de Pretoria a d'abord expliqué qu'elle ne pouvait pas retenir la thèse de préméditation. Le parquet n'a pas démontré au-delà du doute raisonnable que l'accusé était coupable de meurtre avec préméditation, a déclaré la magistrate Tokozile Mazipa. Je continue à expliquer pourquoi la plupart des témoins se sont trompés sur les faits. Cette affaire a attiré beaucoup d'attention médiatique, surtout après l'incident. C'était un sujet de conversation dans beaucoup de maisons et cela n'a pas aidé. Les relations normales sont dynamiques et imprévisibles la plupart du temps. Les êtres humains sont inconstants. Ni la preuve d'une relation aimante, ni la preuve d'une relation aigrie ne peuvent aider la Cour à déterminer si l'accusé avait l'intention de tuer la personne décédée. Pour cette raison, la Cour se retiendra de faire référence à cet égard. Puis elle a souligné que Pistorius a affirmé depuis le début avoir cru à l'intrusion d'un cambrioleur et pensé que sa vie était menacée. L'accusé ne peut donc pas être coupable de meurtre, a-t-elle estimé avant de suspendre l'audience. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait écarté auparavant des témoignages clés de l'accusation, non sans mettre en cause la sincérité de Pistorius.
Elle n'a pas contesté l'honnêteté des témoins, mais a refusé de s'appuyer sur des souvenirs fragilisés par le caractère faillible de la mémoire humaine et brouillés par l'intense battage médiatique autour du procès. Durant le procès, plusieurs voisins étaient venus raconter à la barre comment ils avaient été réveillés la nuit du drame par des coups de feu et des cris, les éclats de voix d'une dispute et des hurlements de femmes. Assis dans le box des accusés, l'athlète handicapé est apparu la plupart du temps figé, le regard fixe, concentré sur la lecture à haute voix faite par la juge. À 2 reprises, il a néanmoins fondu en larmes. Il sera vendredi si la juge Thokozile Mazipa, imperturbable malgré les critiques et l'extraordinaire pression médiatique dans ce procès retransmis de bout à bout à la télévision, retient sa culpabilité pour homicide involontaire. L'importance de la peine dépend de l'appréciation de la juge qui n'en dira de toute façon rien avant 3 ou 4 semaines, conformément à la procédure pénale sud-africaine qui prévoit un autre mini-procès avant la sentence. Les États-Unis ont commémoré ce jeudi les attentats du 11 septembre 2001. Un drame ayant fait près de 3000 morts avec des cérémonies de souvenirs à New York, en Pennsylvanie et à Washington où Barack et Michelle Obama ont observé 1 minute de silence. À Washington, les époux Obama et le vice-président Joe Biden ont marqué 1 minute de silence sur la pelouse de la Maison-Blanche entourée d'environ 300 collaborateurs à 8h46, heure à laquelle le premier avion de ligne détourné a percuté l'une des 2 tours du World Trade Center dans le sud de Manhattan en 2001. Suivons ici la minute de silence suivie d'un extrait de la déclaration officielle du président américain. Ils voulaient faire plus que détruire nos tours ou assassiner notre peuple. Ils voulaient saper notre morale et prouver au monde entier que leur pouvoir de destruction était plus fort que notre pouvoir de persévérance et de reconstruction. Mais vous et l'Amérique leur avez donné tort. 13 ans après que de petits esprits haineux aient tenté de nous détruire, l'Amérique reste debout et fière. Et guidés par les valeurs qui nous caractérisent, nous serons toujours plus forts. Cela fait donc exactement 13 années aujourd'hui qu'en moins de 2 heures, le 11 septembre 2001, les tours du World Trade Center aux États-Unis ont été réduites en amas de feu, de poussière et d'acier. Les États-Unis d'Amérique venaient d'être durement touchés par une série d'attentats sans précédent. S'ouvre alors une décennie de guerre contre le terrorisme avec 2 guerres respectivement en Irak et en Afghanistan. Retour en images sur les faits. Le 11 septembre, une date, une histoire. Au matin du 11 septembre 2001, 19 terroristes islamistes, la plupart originaires d'Arabie Saoudite et liés à Al-Qaïda, prennent le contrôle de 4 avions de ligne américains. Le but de leur opération, imaginé par Khalid Sheikh Mohammed et validé par Oussama Ben Laden, le chef du réseau Al-Qaïda depuis l'Afghanistan, s'écraser sur des lieux symboliques de la puissance américaine. 8h46, heure locale à New York, le vol 11 d'American Airlines qui avait décollé de Boston à 7h59 avec notamment à son bord Mohamed Atta, le chef de l'ensemble du commando, percute la tour nord de World Trade Center. À New York, c'est la stupéfaction. À ce moment, impossible de dire s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. 17 minutes plus tard, le doute n'est plus permis. 9h03. Un autre avion, le vol 175 d'United Airlines, également parti de Boston, s'écrase à son tour contre la tour sud du World Trade Center. Les tours jumelles sont en flammes. L'Amérique est bien attaquée. 9h37, troisième attentat. Un autre avion, le vol 77 d'American Airlines, détourné après son départ de Washington, se crache sur le Pentagone, le ministère américain de la Défense. 10h03, un 4e appareil s'écrase, mais cette fois en pleine campagne de Pennsylvanie. Les passagers qui avaient réussi à passer des coups de téléphone après le détournement et au cours desquels ils avaient appris les attentats contre le World Trade Center se sont en effet rebellés contre les terroristes pour reprendre le contrôle de l'avion.
la bagarre aboutira à l'accident. A priori, la cible du 4e commando était le Capitole, qui abrite le Congrès des États-Unis, voire la Maison-Blanche. Face à la situation, l'espace aérien est fermé et tous les avions en vol dans le pays sont priés d'atterrir à l'aéroport le plus proche. Pendant ce temps, à New York, c'est l'état d'urgence. Pris au piège des flammes, dans les tours jumelles, de nombreuses personnes sautent dans le vide, à plus de 300 mètres du sol. De leur côté, les pompiers tentent tant bien que mal d'atteindre les incendies. 9h59, un nouveau rebondissement. La tour sud s'écroule, moins d'une heure après l'impact. 10h28, même chose pour la tour nord. Les débris et la fumée envahissent tour à tour le Financial District. Dans une vidéo diffusée ensuite sur les forums djihadistes, Oussama Ben Laden dira n'avoir jamais imaginé un tel scénario. George Bush, le président américain, est mis au courant des attaques alors qu'il visite une école en Floride. Dans l'après-midi, il s'adresse une première fois à son peuple. Il ne rentrera ensuite à Washington que le soir même pour prononcer un discours officiel télévisé dans lequel il promet venger l'Amérique et les victimes. 2977 au total selon un bilan officiel, dont de nombreux pompiers. Dans les jours qui suivent, alors que les sauveteurs travaillent toujours sur le site du World Trade Center rebaptisé plus tard Ground Zero, le pays fait bloc derrière son président. Sa cote de popularité avoisine alors les 90%. Très rapidement, George Bush accuse Oussama Ben Laden comme au temps du Far West, il annonce le vouloir mort ou vif. Moins d'un mois plus tard, le 7 octobre, alors que les théories du complot font surface, George Bush, soutenu quasiment par toute la communauté internationale, lance ses avions sur l'Afghanistan pour trouver Oussama Ben Laden, hébergé alors et soutenu par les talibans au pouvoir à Kaboul depuis 5 ans. Quelques semaines suffiront pour que les anti-talibans prennent le contrôle de la capitale. Mais le leader d'Al-Qaïda réussira à s'enfuir. Caché dans les zones tribales afghano-pakistanaises, il ne pourra plus diriger directement Al-Qaïda. Mais il restera une autorité morale pour les djihadistes internationaux qui se réclament de lui. 10 ans après, le 2 mai 2011, c'est Barack Obama qui a succédé à George Bush en janvier 2009 qui conclut la traque. Oussama Ben Laden, qui se cache au Pakistan, est tué par un commando des forces spéciales américaines. Les soldats américains et d'autres pays membres de l'OTAN, comme la France, sont jusqu'alors toujours présents en Afghanistan. Le secrétaire d'État américain John Kerry a continué ce jeudi sa mission de mobilisation des alliés des États-Unis au Moyen-Orient après l'appel du président Barack Obama à détruire les djihadistes de l'État islamique en Irak, mais aussi en Syrie. Quelques heures après l'allocution du président américain, John Kerry est arrivé en Arabie Saoudite pour retrouver ses homologues de 10 pays arabes et la Turquie afin de s'entendre sur la mise en œuvre du plan américain visant à éradiquer l'État islamique. L'objectif est clair, nous affaiblirons et à terme détruirons l'État islamique, une organisation terroriste qui n'a d'autre vision que le massacre de tous ceux qui s'opposent à elle, avait donc affirmé ce mercredi Barack Obama. Les avions américains devraient donc effectuer des raids aériens contre les positions de l'État islamique en Syrie, en plus de ceux qu'ils mènent depuis le 8 août en Irak. L'envoi de troupes de combat au sol reste en revanche exclu. Le ministre britannique des Affaires étrangères Philippe Hammond a exclu ce jeudi à Berlin que Londres participerait à des frappes aériennes en Syrie après le discours du président Barack Obama qui s'est dit prêt à frapper l'État islamique dans ce pays. Et un ministre syrien a affirmé ce jeudi toujours que toute action militaire américaine en Syrie sans l'aval du pouvoir serait considérée comme une attaque dont la première réaction de Damas à la stratégie anti-djihadiste du président Barack Obama. Et justement, le président Barack Obama a annoncé tôt ce matin l'engagement des États-Unis dans une vaste campagne militaire. Cette campagne vise à affaiblir et à détruire le groupe extrémiste de l'État islamique. Il autorise pour la première fois des frappes aériennes en Syrie et une augmentation des bombardements en Irak. C'était à l'issue d'un message solennel donc prononcé depuis la Maison-Blanche, la substance de son allocution à travers cet extrait. Ce soir, avec un nouveau gouvernement irakien en place et suite à la consultation de nos alliés à l'étranger et au Congrès chez nous, je peux annoncer que les États-Unis vont mener une vaste coalition pour repousser cette menace terroriste.
Nous mènerons une campagne systématique de frappe aérienne contre ces terroristes. En travaillant avec le gouvernement irakien, nous élargirons nos efforts au-delà de la protection de notre peuple et des missions humanitaires pour frapper les cibles de l'État islamique avec l'offensive des forces irakiennes. De plus, j'ai insisté sur le fait que nous allons chasser les terroristes qui menacent notre pays, où qu'ils soient. Cela signifie que je n'hésiterai pas à agir contre l'État islamique en Syrie, tout comme en Irak. Et les groupes kurdes d'Irak, d'Iran, de la Turquie et de la Syrie ont mis de côté leur vieille division pour lutter ensemble contre les djihadistes de l'État islamique. Eh bien, ceux-ci qui se sont emparés de larges pans du territoire en Irak et en Syrie. La communauté kurde aspire à son propre État, mais ce vieux rêve se heurte au refus des gouvernements des 4 pays qui rejettent toute idée de sécession, mais aussi à une lutte au pouvoir entre les différents groupes kurdes. Les Kurdes sont dispersés sur un territoire d'environ 500 000 km² à cheval sur l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Ils sont entre 25 et 35 millions. 14 millions en Turquie, 6 millions en Iran, 5 millions en Irak et 2 millions en Syrie. D'origine indo-européenne, les Kurdes sont majoritairement sunnites et vivent dans des régions montagneuses. Ils ont conservé leur langage, leur culture et leur propre système tribal. Vus comme une menace dans ces pays et longtemps victimes de massacres et de discrimination, ils souhaitent créer leur propre pays, le Kurdistan. Un désir d'indépendance qui remonte à 1695. La seule région kurde autonome se situe en Irak. Elle a été créée en 1991. Avec le regain de violence dans le pays en 2014, les Kurdes réclament désormais leur indépendance. Les combattants kurdes, les Peshmerga, combattent avec acharnement les djihadistes. Ils constituent le dernier rempart contre la menace de l'État islamique. En Turquie, en 2013, le Parti des travailleurs du Kurdistan a accepté un cessez-le-feu après les réformes entamées par Erdogan. Cela a mis fin à la guerre d'indépendance responsable de la mort de 45 000 personnes. Les États membres de l'Union européenne sont convenus ce jeudi d'un accord pour que les sanctions économiques renforcées contre la Russie entrent en vigueur dès vendredi prochain. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, doit expliquer cette décision prise pour maintenir la pression sur Moscou en dépit d'une amorce de détente sur le terrain. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a accusé mercredi les Occidentaux d'utiliser la crise en Ukraine pour réanimer l'OTAN. Lors d'un sommet de l'OTAN la semaine dernière à Newport au pays de Galles, les pays membres de l'Alliance atlantique ont donc promis de maintenir une présence continue dans l'est de l'Europe où l'attitude de la Russie inquiète notamment grâce à la création d'une force très réactive capable de se déployer en quelques jours. 2 jours avant l'ouverture du sommet de l'OTAN, les autorités russes ont donc annoncé qu'elles adapteraient leur doctrine militaire d'ici à la fin de l'année. Ceci pour prendre en compte l'apparition de nouvelles menaces dont le renforcement de l'OTAN aux frontières de la Russie. À présent, nous vous invitons à revisiter les titres principaux des journaux parus en Afrique aujourd'hui. C'est à travers la revue de la rédaction de SICA. On parle toujours d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais cette fois-ci, c'est le Sénégal qui annonce une victoire, aussi petite soit-elle. Le quotidien panafricain en ligne afrique.com rapporte que le jeune Guinéen malade d'Ebola, qui était entré sur le territoire sénégalais, est désormais guéri. L'information annoncée par les autorités sénégalaises apparaît également entre les lignes de Slate Afrique, qui ne perd pas de vue le cas du Libéria. À en croire le tabloïd, les malades continuent d'affluer dans le centre anti-Ebola de Monrovia, alors que le Libéria est le pays aujourd'hui le plus durement touché par l'épidémie. C'est donc ce contraste entre le Sénégal et le Libéria qui pousse Slate Afrique à constater que le Libéria est dépassé par l'épidémie pendant que le Sénégal est soulagé. Le quotidien burkinabé Le Pays, pour sa part, est revenu sur le cri d'alarme que le ministre libérien de la Défense a lancé le 9 septembre dernier du haut de la tribune des Nations Unies. Selon Brownie Samoukaï, le Libéria est menacé même dans son existence par Ebola. Pour le Canard, penser que le ministre fait de l'exagération au niveau de la communication dans le but de s'attirer la sympathie de la communauté internationale
n'est peut-être pas excessif. Mais si tel est le cas, poursuit le pays, on peut dire que Brownie Samoukaï a réussi sa mission puisque le résultat de ce cri de cœur ne s'est pas fait attendre. À en croire le quotidien burkinabé, le secrétaire général des Nations Unies a décidé après ce cri d'alarme de convoquer dès la fin de ce mois une réunion internationale sur Ebola afin de susciter des contributions de la part des différents gouvernements. Et dans la foulée, les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 10 millions de dollars afin de renforcer la lutte contre la maladie dans les pays les plus touchés. Touché, lui, il ne l'a pas été. Oscar Pistorius devrait échapper à la perpétuité et la chance semble lui avoir plutôt souri. Afrique Inside nous informe qu'au terme de 6 mois de procès, la juge Thokozile Mazipa n'a pas retenu à l'encontre de l'athlète la thèse de l'accusation, celle du meurtre prémédité. Le journal français L'Express, qui a également suivi l'actualité, écrit que la juge a exclu la culpabilité de Pistorius pour meurtre, soulignant qu'on ne pouvait pas ignorer le fait que le champion ait cru à tort que sa vie était menacée au moment où il a tiré, tuant sa petite amie qui était dans les toilettes. Le tabloïd nous informe également de ce que la juge a ajourné l'audience pour se prononcer plus tard sur le chef d'homicide par négligence ou sur l'acquittement. Si l'athlète sud-africain n'est pas encore sorti de l'auberge, l'ancien numéro 2 des renseignements congolais Marcel Nsoro, pour sa part, y est définitivement condamné. Jeune Afrique écrit sur son site que Marcel Nsoro a été condamné ce jeudi 11 septembre aux travaux forcés à vie. Le journal panafricain d'information précise que 59 autres personnes qui comparaissaient avec lui dans le même procès ont été condamnées à des peines allant de 7 à 15 ans de travaux forcés, pendant que la justice a acquitté 54 autres prévenus, dont la femme de Marcel Nsoro. Le journal de Brazza, qui a suivi de près ce procès, apporte la précision selon laquelle l'ancien proche du président Sassou Nguesso et S numéro 2 des renseignements était poursuivi, tout comme 113 autres personnes, pour rébellion et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est sous cette pluie de verdicts que je mets un terme à la revue de ce jour. Merci de votre attention. C'est la fin de cette édition que j'ai eu tant plaisir à vous présenter, mesdames et messieurs. Au revoir.